RC One vous est présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme. RC Team, le spécialiste de l'automodélisme. Et BuzzRC.com, le shop officiel de l'émission. Bonjour et bienvenue pour ce numéro de rentrée de RC One TV, l'émission du modélisme radiocommandé. Nous avons couvert ce mois la manche de l'Open Multirotor, organisée à Aix-en-Provence par la Fédération Française d'Aéromodélisme, avec le soutien de la DGAC. Nous vous proposons également un reportage sur un circuit de tout-terrain privé réalisé par un passionné de la région Rhône-Alpes. Un complexe unique qui devrait faire rêver les modélistes et vous donner peut-être quelques idées. Enfin, nous avons essayé un char d'assaut radiocommandé au 1/16e, une superbe reproduction du char américain Abrams de chez Hobby Engine. Devant l'engouement du grand public et des modélistes pour les multirotors, la Fédération Française d'Aéromodélisme a organisé cette année un challenge amical, l'Open Multirotor, qui s'est déroulé cet été sur 5 sites différents. Outre l'aspect ludique, cet événement était aussi l'occasion de rappeler le cadre législatif pour pratiquer légalement cette activité. Pour RC One, nous nous sommes rendus en juin dernier à Aix-en-Provence pour assister à l'une des dates de cet Open Multirotor. André Menu nous présente l'événement et les différentes disciplines originales qui étaient proposées aux pilotes. Alors la technologie évoluant très rapidement, on a remarqué que beaucoup d'aéromodèles dits multirotors étaient vendus, étaient carrément en liberté dans la nature. On a voulu justement regrouper un petit peu ces gens qui n'ont pas du tout de structure pour arriver à les rassembler sur un événement, donc le premier Open Multirotor, organisé par la Fédération Française d'Aéromodélisme, et qui permet de venir passer une journée ludique, agréable, simple, sans aucune prétention que le but de se rencontrer et de participer. Alors ce n'est pas une discipline, c'est un événement autour du multirotor. La seule condition c'est d'avoir au minimum 3 rotors. Ensuite tout est libre, on a juste limité au poids, 5 kg pour éviter le risque d'accident corporel. Alors 5 épreuves, l'épreuve de l'entonnoir, une épreuve d'adresse où on a un plomb de 20 grammes suspendu à l'aéromodèle et qui doivent parcourir 4 mètres entre 2 planches et arriver bien sûr le plus rapidement possible à l'extrémité de ces 2 planches. Alors une deuxième épreuve qui est la course aux pylônes, donc 2 pylônes distants de 40 mètres et donc bornés en longueur et en largeur de façon à ne pas sortir du cadre, et c'est le plus rapide pour les 5 tours du circuit. Oui, l'épreuve avec les ballons est un peu difficile, surtout avec le vent aujourd'hui. Les ballons sont gonflés à l'hélium et bien sûr ont tendance à se coucher à l'extrémité de la ficelle. Il faut crever les ballons rouges, donc les ballons sont gonflés à l'hélium, suspendus à l'extrémité d'une ficelle. Aujourd'hui nous avons un peu de vent, on a le soleil mais un petit peu de vent, ce qui a tendance à coucher les ballons. En plus il faut les crever dans un ordre bien déterminé. La course d'obstacles avec plusieurs portes, notamment une porte médiane qui est assez loin où il faut faire 360 degrés autour, ensuite revenir vers soi, et c'est la difficulté majeure en réalité parce que tout est inversé, et se poser au pied du pilote. Bravo! Voilà, l'épreuve d'orientation immersion, ça va être certainement l'épreuve la plus difficile. Le pilote va faire un vol de reconnaissance pour repérer les cibles numérotées de 1 à 3. Et ensuite, il devra refaire le parcours dans l'ordre déterminé. Même les tout petits modèles arrivent à tirer leur épingle du jeu très facilement. C'est même peut-être un avantage, alors je ne sais pas si c'est lié au vent ou aux conditions de météo, mais les petits ou alors à la qualité du pilote, certainement à la qualité du pilote, qui arrive à maîtriser très bien son appareil. Cet événement très convivial a enchanté les pilotes qui sont venus nombreux et avec des machines très différentes.
Les épreuves très ludiques. Et franchement, j'ai été tenté de participer à 3, mais je n'avais pas le matériel nécessaire. Mais je reviendrai certainement si on refait quelque chose dans ce sens. C'était très ludique et en même temps très technique pour certaines épreuves. Alors, l'épreuve la plus dure, c'est une qui pourrait paraître une des plus simples, c'est la course au pylône. Parce que c'est pas que de la vitesse, il faut aussi bien anticiper et il faut rester dans un domaine très précis avec sur une piste qui est assez courte en distance et aussi très peu large. Et même au niveau des arcs de cercle en bout, on a un rayon de braquage très faible. Un tout jeune entrepreneur de 18 ans est convoqué devant la justice. Convoqué cette semaine par les gendarmes, il est renvoyé en correctionnel pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour éclaircir le flou qui règne actuellement sur ce qu'il est possible de faire ou non, et notamment en termes de prise de vue aérienne avec un multirotor, nous avons rencontré Bruno Delors, le président de la Fédération française d'aéromodélisme. Alors, sur une question sensible, parce que ça intéresse beaucoup d'aéromodélistes, de cette possibilité de faire des prises de vue photo ou vidéo à partir d'un aéromodèle. Donc ce point-là a été clarifié par la Direction générale de l'aviation civile il y a maintenant 2 mois. Donc c'est très clair, il y a possibilité de faire des prises de vue ou des prises vidéo, photo à bord d'un aéromodèle. Alors, sous réserve que ça reste quand même, je dirais, quelque chose d'accessoire dans le vol, que ce soit fait avec une finalité loisir ou compétition, ce qui correspond à l'aéromodélisme, et donc que ce ne soit pas fait pour des raisons commerciales. Dernier point à respecter et qui est important, c'est le respect de la vie privée des gens. Donc, on peut sans difficulté faire des prises de vue sur un terrain privé. Il faut un petit peu plus faire attention quand on survole la piscine de son voisin ou de sa voisine et qu'on va mettre ça sur YouTube. Là, on commence à être hors la loi par rapport à des questions de respect de la vie privée. Alors, pour la problématique des quadrirotors, des multicoptères en anglais, donc de ces nouveaux produits qui apparaissent sur le marché et qui vont très probablement se développer et qui ouvrent de nouvelles possibilités. Alors d'abord, très clairement, vu de la Fédération française d'aéromodélisme, dès lors que tous ces engins, qui sont des engins sans personne à bord, sont utilisés à des fins de loisirs et de compétition, c'est de l'aéromodélisme. Donc très clairement, pour nous, ça relève et donc nous nous intéressons, on y reviendra, à ces nouveaux produits. Alors, au plan réglementaire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de faire ce qui est permis en aéromodélisme. Donc, en particulier, il y a aujourd'hui une exigence qui est d'être capable, même si on fait du vol automatique, d'être capable à tout moment de prendre la main pour en assurer visuellement le contrôle, être en vue de son aéromodèle. Et donc on est actuellement en train de discuter avec la DGAC, de voir comment faire évoluer la réglementation pour peut-être mieux définir ce que, avec ces nouveaux produits comme des quadrirotors ou des multirotors, il est possible de faire, la réglementation n'ayant pas été faite effectivement pour ces produits qui n'existaient pas il y a quelques années. Alors il faut revenir, le mot drone, si on reprend, d'abord ça n'est pas un terme que l'on trouve aujourd'hui dans la réglementation, que ce soit au niveau national ou au niveau international. On trouve des termes comme UAV, UAS, RPA, RPAS, on ne trouve pas le terme drone. Quand on revient historiquement, le terme drone a été introduit dans le domaine militaire pour qualifier justement des aéronefs sans pilote utilisés à des fins militaires. Alors aujourd'hui, c'est un terme le terme drone qui est rentré dans un langage commun. Nous n'excluons pas la fédération d'être amené à proposer de parler de drone, mais de loisirs et de compétition, pour bien différencier par rapport à des activités commerciales, qu'elles soient de nature civile ou militaire. Donc on est en train de regarder pour ces nouveaux engins. Ceci étant, on parle de multirotors, la meilleure façon de les qualifier, c'est de les appeler multirotors.
En quelques années, les multirotors se sont développés à la vitesse grand V et il en existe aujourd'hui une multitude de sortes pour une utilisation loisir ou professionnelle. Faire de la voltige, de l'accro, de la prise de vue, et on a des drones pour les débutants, donc du premier prix à partir de 49 € jusqu'à la machine haut de gamme pour travailler, avec système de caméra articulé, robotisé, géré par un opérateur. Il n'y a pas une guerre entre les deux, en fait ce sont des produits complémentaires. C'est-à-dire que la personne qui veut partir sur une machine avec un budget raisonnable et s'amuser, jouer dans le jardin, il prendra une machine prête à voler. On met la batterie, on branche, on vole. Celui qui veut une machine un peu plus sophistiquée pour faire du long range, pour faire de la grande distance, pardon, pour l'anglais, pour faire de l'image, de la prise de vue ou pas, ou faire du fun, il prendra une machine à monter. Donc il n'y a pas de guerre entre les deux, il y a simplement des produits complémentaires. Les multirotors ne cessent de proposer de nouvelles applications et peuvent désormais rendre bien des services à de nombreux corps de métier. Christophe Gaillard est l'inventeur d'un nouveau système d'accroche. On peut tout faire, il y a des applications multiples et variées. Et en fait, inspiré du monde grandeur, du monde hélico-grandeur, on a développé un petit crochet d'élingue polyvalent et qui va servir à emporter diverses choses, des charges variées, nous aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau amateur. Je crois surtout qu'il y a 80% des charges qu'on peut emporter avec un multirotor. De cette taille, on peut emporter une charge de 300 grammes et on peut monter jusqu'à 8 kg aujourd'hui avec ce crochet. 80% des charges qu'on va pouvoir emporter, qui seront utiles, feront moins de 2 kg. Une bouée pour de la survie en mer, un kit de secours en montagne, on peut dérouler du câble fin pour ensuite aller chercher un câble plus gros, et plein d'autres applications qui restent à imaginer, à inventer. L'Open Multirotor a été une vraie réussite permettant aux pilotes de se rencontrer et de tester leur habileté. Car si la technologie évolue sans cesse, ce sont bien les doigts du pilote qui font la différence, parole de champion. La différence, je pense qu'elle n'est pas seulement sur le matos. La première différence, c'est celui qui est derrière la radio. Parce que même si le matos est en train de devenir standard et que ça soit dans le milieu haut de gamme ou même dans l'entrée de gamme, les sensations de pilotage vont être les mêmes, la précision va un petit peu augmenter, mais c'est dérisoire. Ce qui est le plus dur, c'est le pilotage, parce qu'il faut quand même continuer à anticiper, comprendre comment ça vole et aussi pouvoir avoir une très grande précision. Alors, je trouve que c'est quand même quelque chose de vraiment bien, parce que ça permet un rassemblement déjà de pilotes de multirotor, ce qui est quand même assez exceptionnel, mais ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses, parce qu'on doit être beaucoup plus précis, toujours être endurant, avoir le matériel qui marche quand on a besoin et pas seulement quand on veut. Et ce qui est aussi très bien, c'est l'aspect sécuritaire, c'est qu'on essaie de mettre en avant tout ce qui est sécurité avant de la précision, et je trouve que c'est quelque chose de vraiment très important. Très satisfait de cette journée, l'ambiance est vraiment très agréable, les gens sont enchantés de ce premier Open Multirotor. Une majorité de personnes non licenciées à la fédération, mais qui sont prêts à venir se rapprocher de nous maintenant qu'ils ont vu de quoi on était capable. L'Open Multirotor est un événement qui mérite de se développer et qui pourrait bien convaincre un grand nombre d'aéromodélistes qui ignoraient que le multirotor pouvait aussi être une machine ludique. Avoir sa propre piste de voiture radiocommandée chez soi est un rêve que font tous les modélistes. Ce rêve un peu fou, Charles l'a réalisé avec sa famille sur son terrain situé quelque part en région Rhône-Alpes. Le circuit, digne des tracés américains, et les infrastructures accueillent régulièrement des pilotes conviés par le maître des lieux. L'esprit de compétition est sain et l'ambiance des plus conviviales.
Charles revient sur l'origine et l'évolution de son circuit. C'est d'abord une histoire de père de famille avec son fils. Son fils trouve une petite voiture qui traînait dans un tiroir. Il veut à tout prix savoir comment ça marche. Donc on la remonte, on essaie de rouler dans le pré. Et c'est sympathique, mais rapidement on se rend compte que ce serait mieux si on avait une piste. Alors là, on avait le terrain sur lequel je me trouve qui appartient à mon frère. On l'a tondu très ras. Et puis on s'est amusé à rouler sur ce terrain tondu très ras. Et alors c'était marrant. Mais là encore, on s'est dit il manque quelque chose. C'était les bosses. Alors on a commencé à les faire avec un espèce de motoculteur. Alors on faisait des trous, des bosses, mais là il y avait beaucoup de casse. Et après, j'ai commencé à embaucher mon beau-frère parce que c'est une histoire de famille. J'ai un ami qui m'a prêté un tractopelle. On a décaissé toute la terre, on a mis le terrain à nu et on a fait des gros tas de terre dans les coins. Et là on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a rencontré une équipe très sympathique de Saint-Médard qui ont commencé à venir rouler avec nous. Et là on roulait encore avec nos voitures d'origine. Mais on a passé un cap supplémentaire, on s'est mis à rouler avec des DBX. Et la règle du jeu, c'est tous ceux qui venaient rouler, ils roulaient. Mais la course, elle se faisait tous avec les mêmes voitures. Donc on avait 5 DBX et on roulait tous ensemble avec ces DBX. Et là, c'était pas le matériel qui faisait la différence, c'était vraiment les pilotes. Et voilà comment c'est parti. Donc l'entretien de la piste, c'est surtout du temps, de la passion et une femme adorable. Et une histoire de famille, puisque moi le soir quand je rentre du boulot, je préfère largement venir gratter la piste avec ma pelle, ma brouette, plutôt que de regarder la télé. Donc ma petite femme est adorable, elle me laisse faire ça. Et mon fils participe très largement avec moi parce que je lui ai toujours expliqué qu'on pouvait rien avoir sans rien faire. Parce qu'il y a aussi une vieille tondeuse qui nous sert à tasser le terrain. Et celle-ci, elle est très importante parce qu'il n'y a pas de rouleau. Alors l'esprit, c'est le loisir, mais avec des règles de compétition parce que c'est plus sympa comme ça pour tout le monde. Et comment ça a vraiment pris forme, c'est quand on avait besoin, pour que ce soit sympa, pour rouler, il faut être plusieurs. Donc on a commencé à trouver une petite équipe qui habite pas très loin, quelques numéros de téléphone, on envoie des SMS, on se dit tiens, il va faire beau après-demain, on envoie un SMS à l'équipe, vient qui peut, qui veut, il amène ce qu'il veut, à boire, à manger, et il amène aussi sa voiture, hein. Donc on roule bien sûr, mais comme la grande cabane qui est derrière, on la transforme à ces occasions en coin bar, et on boit un verre, on coupe un bout de sauce, on mange du pâté en croûte et puis on va continuer de rouler. On se dit allez, ce soir on arrête à 9h, hein, parce qu'on a commencé à 7h30, 8h, mais il est rare qu'on finisse si tôt. Donc bien souvent ça se poursuit et c'est sympa, c'est la convivialité. L'objectif c'est vraiment ça, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens qui viennent. Ah ouais, la satisfaction c'est le plaisir des pilotes et le plaisir de rouler aussi parce que j'aime rouler, je roule très très mal mais j'aime rouler et le plaisir de s'amuser tous ensemble parce que nous sommes tous de grands gamins, c'est resté le leitmotiv de la piste depuis le début et j'espère que nous le resterons longtemps, des grands gamins. La mailing list de Charles ne cesse de s'étoffer au fil du temps pour le plus grand bonheur des pilotes invités à venir passer un bon moment ou alterne course et casse-croûte. C'est la première fois que je viens et c'est vraiment super, quoi. On a une vue fantastique, c'est très cool, c'est parfait, quoi. C'est très bien, c'est très beau, sauf qu'il y a un peu trop de boss à mon goût, mais bon. Magique, rien à dire, plus superbe. Bah écoute, c'est des grands malades, c'est génial, on vient toujours avec un grand plaisir et un grand sourire. Comme Renaud Lavillenie qui possède un sautoir dans son jardin, Célion, le fils de Charles, peut s'entraîner dans les meilleures conditions, à domicile. En fait c'est exceptionnel parce qu'avec mon papa il m'a permis de réaliser un rêve que j'avais depuis tout petit et du coup je peux m'entraîner avant des courses ou pour tester des réglages, ça me permet de vraiment m'amuser et après avec des courses comme aujourd'hui on peut vraiment organiser
un rêve d'enfance. Ce virus de la piste privée est contagieux et familial. Vincent, le beau-frère de Charles, a aussi créé son complexe à quelques kilomètres de là. Et plus rien ne semble étonner leurs proches. Moi, c'est surtout la partie, j'étais un ancien menuisier, donc c'est la partie surtout construction. Voilà. Après, je les encadre un peu pour surveiller les terrains, voilà, je suis le concierge. Moi, je suis pas pilote du tout. Moi, c'est le plaisir de voir rouler tout le monde, mes petits-enfants, mes enfants, mais aussi tous les copains qui gravitent autour. Voilà, c'est surtout ce plaisir, la convivialité qu'il y a entre les jeunes. Voilà, c'est surtout ça, mon plaisir, c'est ça. Alors, je viens d'Évian, donc j'ai fait un peu plus de 3h30 de route. Et ça vaut la peine, ouais. Parce que je suis satisfait. Déjà, l'ambiance est super sympa, c'est vraiment entre potes, c'est vraiment rare. Ensuite, la qualité du complexe est exceptionnelle. On voit vraiment tout le décor, c'est vraiment un truc de professionnel qu'on voit même pas en association en France, ou très rarement. Et donc, je suis super content. En plus, je retrouve tous les potes que je côtoie en course. Voilà. Cette réalisation vous donnera peut-être des idées pour créer vous aussi votre propre piste, source de grande satisfaction. Pour cette rentrée, nous avons voulu essayer un modèle original et c'est sur un tank que notre choix s'est porté. Pour cet essai, nous avons choisi un modèle de chez Hobby Engine, une reproduction du M1A2 Abrams, célèbre char américain encore en activité. La réalisation de ce modèle est exceptionnelle et les ouvriers de l'Empire du Milieu démontrent encore une fois toutes leurs compétences en termes de finition. Sur cette version de luxe, la transmission est en métal et la radio fournie est une 2 Go 4. Chaque manche permet de contrôler une chenille classique sur ce type d'engin. Les 6 boutons situés derrière la radio permettent de faire monter et de descendre le canon. Ce dernier peut aussi pivoter dans les deux sens. La dernière commande permet de déclencher les tirs et ce sont des billes d'airsoft qui servent de projectiles. Quelques billes sont livrées avec le tank. La portée n'est pas très importante, comptée entre 1 et 2 mètres. Et le nombre de billes embarquées est limité par un tout petit réceptacle. Enfin, les bruitages sonores rendent cette maquette fonctionnelle encore plus attachante. L'accu livré avec le char est un NiMH de 800 mAh, équipé d'une mini prise Tamiya et qui permet une autonomie d'une bonne heure. Les chenilles, équipées de pads en caoutchouc, offrent une bonne accroche sur tous les terrains, même sur le carrelage de la maison. Le tank est très vif et il faut être doux avec les manches pour le faire évoluer de façon réaliste. Contrairement à son homologue grandeur, notre char de combat Abrams n'a pas démontré une grande capacité de franchissement. Les limites du constructeur, confirmées par notre essai, fixent l'angle de montée à 35 degrés maximum, mais qu'importe, ce produit est vraiment amusant. Vendu moins de 130 €, ce char Abrams de chez Hobby Engine est un excellent produit pour amuser les modélistes à la recherche d'un modèle exotique. Ce numéro de RC One est maintenant terminé, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et dès maintenant sur notre page Facebook officielle. Bonne rentrée à tous et à très bientôt.